Bon, Mousse, on avait beaucoup de choses à se dire, donc il a fallu faire ça en deux parties. Ouais, Tu commençais à me parler on parlait de comparaison un peu MJ, LeBron, et donc on allait sur le sujet un peu de la NBA. Et toi, tu as été un précurseur. Bon, il y a eu Dubuisson avant, mais tu as fait partie de ceux qui ont commencé à tenter l'expérience outre-Atlantique. Est-ce que tu peux nous parler de comment ça s'est fait, tes essais avec les équipes NBA à l'époque, Charlotte, Portland, etc. bah, ça s'était bien, enfin, ça s'était bien passé à Portland surtout et Miami. Ça s'est très bien passé. J'avais eu des super retours et sur le point même de signer avec les Miami Heat à l'époque. Donc j'avais fait pas mal de franchises. Hein. J'avais fait des Summer League à Los Angeles. Après j'en ai fait une à Utah. J'avais fait à l'époque c'est Vancouver. Les Grizzlies à l'époque c'est à Vancouver. Philadelphie, Charlotte. J'ai été une fois à Phoenix aussi. J'ai fait Phoenix À aussi. Phoenix aussi, ouais. J'ai fait Phoenix. Donc, à Portland, ça s'était super bien passé. À l'époque, je parlais pratiquement pas du tout l'anglais, quelques petits mots comme ça, et je me souviens que oui, c'était le entraîneur qui disait que c'était un problème pour la communication, surtout quand on est meneur de jeu. Ouais, Bon, surtout qu'à l'époque, les barrières encore avec les Européens, elles n'étaient pas encore aussi ouvertes qu'elle est aujourd'hui. Mais ouais. bon, c'est la vie, c'est comme ça. Et puis, à Miami aussi, où vraiment ça aurait pu se faire, mais on m'a demandé de revenir pour les vet camps, quand des vétérans là. Mais bon, j'ai pas voulu attendre parce que j'avais déjà signé un contrat avec Malaga en Espagne. Il fallait partir en Espagne ou attendre carrément, quoi. Donc j'ai dit, s'il n'y a pas de garantie dès maintenant, je ne vois pas pourquoi il y en aurait plus tard. Donc, pourtant, on m'avait dit de revenir, qu'ils étaient vraiment intéressés pour signer. Mais bon, j'ai pas voulu attendre et puis voilà. Ouais, ouais. Mais Mhm. là, c'est un vrai flashback sur en arrière de 25 ans. Un peu Ouais. pour donner un peu le contexte à ceux qui nous écoutent, c'est que aujourd'hui, les Américains, ils savent que il y a des gros potentiels européens, que la transition a peut-être faite, qu'il y a un complément de formation euh, au style américain qui est fait une fois sur place. Donc maintenant, ils draftent juste sur le potentiel. Et maintenant, les joueurs n'ont même pas besoin de Mhm. beaucoup prouver. Euh, les équipes NBA s'engagent sur les Européens. Mais à l'époque, un joueur européen, il fallait que ce soit le MVP Euroleague limite Ouais. pour qu'il ait un contrat garanti en NBA. On l'a vu avec Tony Kukoc, des joueurs comme ça. Ouais. Et toi, ça s'est joué à des détails. Et je pense que ton histoire aussi a beaucoup servi, je pense, aux autres. Comme tu l'as dit, il t'a manqué l'anglais en tant que meneur de jeu, faire la passerelle entre le coach et le terrain. Au niveau des agents, maintenant, les agents sont très aguerris sur comment négocier avec les clubs NBA aussi. Toi, tu le vis comment déjà qu'on t'en parle tout le temps de cette occasion manquée parce que à ton niveau, on sait que tu avais le niveau NBA. Il y a aucun doute là-dessus. Toi, tu le vis comment, surtout quand tu vois tes potes Tariq Abdul-Wahad drafté, jouer en NBA, Alain Digbeu avec Atlanta être tout prêt aussi. C'est comment à ce moment-là dans ta tête? Est-ce que tu passes à autre chose et voilà, je suis en Espagne ou... Non, bah, il y avait aucune. Au contraire, ça, c'est Tariq, que ce soit Alain, c'est comme des frères. Hein. Ah bah, après, il y a eu Tony qui est passé derrière, il y en a qui se sont fait drafter. Donc, au fur et à mesure du temps, les portes s'ouvrent. Hein. Après, ils s'aperçoivent des joueurs. Bon, Tariq, lui, il a été quand même à l'université là-bas. Il était passé par Michigan, Ouais, après par San Jose. Bon, c'est pas les mêmes générations, il est quand même un peu plus jeune. Mais aussi, avait le niveau largement pour y jouer. Donc, Tariq y a joué. Alain, c'est dommage qu'il n'ait pas pu aussi y aller. Et par la suite, on a vu qu'au fur et à mesure du temps, il y a Tony, Ronnie, Boris, tout ça, toutes les générations, tous les gars, ils y sont allés. Hein. Ouais, Michael Pietrus, tout ça, ça a enchaîné, ça a beaucoup enchaîné. Donc, ils se sont aperçus au fur et à mesure des années que les joueurs, ben, bon, il n'y a pas que les joueurs français, hein, mais que les joueurs européens avaient un gros niveau. c'est Ils avaient clair. estimé ça pendant quelques années. Donc après, je pense que c'est surtout les revers qu'ils ont eus sur les championnats du monde aux Jeux Olympiques qui ont fait aussi qu'ils ont vu qu'il n'y avait plus de gap entre l'Europe et les États-Unis. C'est clair. Et en 2000, t'enchaînes sur les Jeux Olympiques, donc t'es MVP français de Pro A, t'es au top ton développement en tant que meneur. T'arrives à Sydney, mais t'es un peu ralenti par les blessures.
Tu peux nous parler de nous faire vivre un peu le village olympique de l'intérieur pour nous les fans et aussi nous parler un peu de l'absence de Tariq Abdelouad dans cet effectif. On va commencer par Tariq, qui juste avant était là avec nous au championnat d'Europe en France. Ça s'était super bien passé jusqu'à sa blessure. Et là, à partir de la blessure, comme d'habitude, certains journalistes lui ont cassé du sucre dans le dos. Ils ont remis pratiquement la faute sur lui, quoi, alors que le joueur était blessé. Bon, Ouais. un peu le système français qui a fait que, enfin, le système, surtout je parle des médias, qui n'ont jamais vraiment aimé sa façon de faire ou ses façons de parler dans les réseaux et tout ça, parce que bon, ils estimaient que c'était un produit français et que lui, il a toujours fait comprendre que c'était surtout aux États-Unis qu'on l'a développé pas en poste 4 ou 5, qu'on l'a développé en poste 3. Et c'est la vérité en plus. Hein. Oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Bon, ça n'a pas trop été apprécié ici, donc des deux côtés, ils se sont tirés dans les pieds, tout ça. Il a toujours été un peu contre les instances, on peut dire ça comme ça. Il n'a pas aimé le fonctionnement des instances, on va dire. Donc il l'a fait savoir, et bon, c'est pas trop passé, donc c'est peut-être pour ça que, je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont pas rappelé après pour Sydney. Ouais, c'est juste de la politique, quoi. Ouais, c'est un peu politique, on va dire, mais moi, si c'était moi personnellement, je l'aurais fait venir. Ouais. Parce que Ouais, c'était d'un point de vue à sportif. ce moment-là, sportif, extra-sportif, c'était quand même quelque chose. Donc après, est-ce qu'il s'entendait avec tous les joueurs? Je ne sais pas non plus. Je pense qu'il y avait quand même un ou deux joueurs qui étaient un peu jaloux de sa situation. Peut-être un ou deux, max. Ouais. Il y a des noms qui viennent dans ta tête, là. Oui, non, mais bon, après, je peux comprendre, parce que bon, ça s'est vu tout au début, bon, les rivalités, il a failli avoir, il y a failli, j'ai bien dû avoir une ou deux rivalités pendant les séances d'entraînement, mais tout s'est réglé rapidement. Il s'est tout de suite mis au niveau, il a tout de suite montré qu'il, voilà, quoi. Ouais. Et donc après, il n'est pas venu, et donc nous, on est quand même partis aux Jeux Olympiques. Franchement, c'était une expérience hors du commun pour moi. Enfin, quand je dis hors du commun, c'est vraiment une expérience que j'ai toujours voulu vivre. Ouais. Parce que moi, les Jeux Olympiques, c'était quelque chose que j'avais en tête depuis tout C'est un petit. objectif, ouais. Ok. Faire un jour les Jeux Olympiques. Mais dans n'importe quelle discipline, j'ai Ouais. dit, faut que j'aille aux Olympiques pour voir ce que c'est, comment ça se passe. En plus, c'était à Sydney, donc c'est de l'autre côté du monde. Je dis, c'est pas possible. Donc, à peut-être 2-3 semaines des Jeux Olympiques, je me suis blessé déjà. Je m'étais blessé pendant un match amical. Comment on appelle ça déjà? J'ai oublié. Oh là là. Les ischios, un truc comme ça. Non, c'est l'aponévrose du muscle. Ah ouais. Sous le pied. Une petite blessure qui n'était pas grave. Mais heureusement que c'était pas juste au début des Jeux Olympiques, sinon j'aurais été comme un fou. Ouais. Donc j'ai pu me soigner rapidement pour y retourner. C'était avant d'y aller. Donc on est quand même parti. Et donc je suis arrivé, on a fait un match amical contre l'Espagne. On était à Perth, je me souviens bien. Je sais pas ce qui s'est passé. Un jour, en sortant de la sieste après-midi, mon genou est resté bloqué. Truc de dingue. Donc, c'est juste avant, là, on parle juste avant les Jeux Olympiques. Ouais. On parle de 2, 3, 4 jours avant, pas plus. 2, 3 jours avant. Donc, j'ai mon genou qui se bloque. En fait, c'est mon ménisque qui fait des siennes et tout. Là, je suis comme un dingue. On arrive au village olympique. Comme j'avais un peu mal et tout ça, donc je vais pas à la cérémonie d'ouverture. Ah, tu manques ça. J'ai pas manqué, bon, c'était un peu volontaire aussi. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais regarder. Bon, avec le temps, maintenant, j'aurais peut-être dû y aller. Ouais. Pour voir un peu l'ambiance et tout ça. Mais dès qu'on est arrivé, dès qu'on est rentré dans le village, c'est impressionnant parce que le village, il est énorme. Et là, tu croises vraiment tous les athlètes. Michael Johnson, tout ça, là. Tu croises tous les athlètes. Et à chaque fois que je voyais des athlètes super connus, tout ça, je m'arrêtais. Ouais. J'ai changé et tout ça. Ouais. Et non, franchement, c'était mortel. Donc, à la suite de ça, on fait le premier entraînement où j'ai super mal, le ménisque et tout, ça n'allait pas trop. Et malgré ça, quand même, je fais le premier et le deuxième match avec la douleur au ménisque. Je crois que c'est un match, 2 matchs, mais vraiment mal, quoi. Et à la suite de ça, c'est là qu'on fait une IRM là-bas et qu'on voit que c'est le ménisque. Donc, Ouais. jusqu'au match contre la Chine où ça me faisait super mal. Je me souviens que il y a le médecin de l'époque là de l'équipe de France qui voulait m'infiltrer. Il a voulu m'infiltrer et d'ailleurs j'ai pas vraiment aimé la façon dont il a fait les choses parce que c'était genre en gros ou je t'infiltre ou sinon tu rentres chez toi. Ouais. Je m'en souviens très très bien. Et
Je lui dis, mais attends, je lui dis, tu sais ce que tu fais là, tu sais ce que tu dis là. Je lui dis, quitte à rentrer chez moi, je rentrerai chez moi, mais tu vas pas m'infiltrer comme ça, quoi. Ouais. Et donc, nous, c'était ingérable. Il a commencé à parler. Donc, ça m'a un peu énervé, donc je l'ai remis à sa place quand même. Je me souviens qu'après, j'avais été voir le coach à l'époque qui était à l'inverse. Et donc, je suis parti le voir pour lui dire. Et il me dit, mais non, c'est n'importe quoi, quoi. Ouais. Ça m'a quand même calmé. Et au fur et à mesure du temps, la douleur a commencé à partir et tout ça. Et j'avais de moins en moins mal. Mais on était déjà parti, on était déjà un peu loin dans la compétition. Quand on voit les résultats qu'on a eus, à partir du moment où on bat la Chine, où on était vraiment dedans comme ça, il y a Antoine Rigaudot qui nous sort un match de malade en deuxième mi-temps. Tout part de là. Et puis l'équipe est incontrôlable à ce moment-là. Ouais, même Ciara qui se révèle. Et voilà, et j'allais en venir. Ouais. Il y a Laurent Ciara qui marchait sur l'eau. Sur un nuage, ouais. Il marchait sur l'eau carrément. Et vraiment, il nous a portés jusqu'à la médaille. Il faut dire la vérité. Il nous a portés jusqu'à la médaille. Non, c'était une expérience vraiment incroyable, dans tous les sens. Hein. Quand ce soit du village, on se baladait, l'engouement qu'il y avait, l'effervescence qu'il y avait tout autour, c'était vraiment incroyable. Ouais. Et après, repartir des Jeux Olympiques avec une médaille, ça, j'aurais jamais pu l'imaginer à ce moment-là. C'est fou, hein. Moi, je m'en souviens, en tant qu'adolescent et fan, c'était le rêve. J'ai tendance, bon, je suis un peu mauvaise langue, on va dire, hein, mais je pense qu'on était la 3e meilleure équipe de cette année. Je pense qu'on a eu la chance de ne pas tomber sur la Lituanie en demi. Parce que la Lituanie avait été très très forte. Avec Jasikevičius, là, Sarunas. Je pense que la Lituanie n'aurait jamais dû perdre la demi-finale contre les États-Unis. Ouais. Ils avaient des lancers francs pour les terminer, pour les finir, et c'est pas arrivé. C'est vraiment dommage d'ailleurs, parce que avec l'arrogance qu'ils avaient, les Américains, ils auraient bien mérité de perdre. Ça parlait beaucoup, surtout avec Eddie. Mais après, ils sont comme ça, donc ouais, c'est comme ça. C'est leur ADN comme ça. Donc, mais bon, ça les aurait peut-être fait descendre de leur nuage rapidement. Le fait de se faire éliminer en demi et de respecter un peu plus les gens, tout ça, quoi. Mais après, c'est leur ADN, ils sont comme ça. Ouais. C'est comme ça qu'ils vont puiser leur force. Mais bon, les Lituaniens ont lâché parce que c'est au niveau des lancers francs qu'ils ont pêché, quoi. Ouais. Mais l'équipe de France était une équipe sérieuse en demi, je me souviens, très très propre, net, etc. Mais j'ai envie de savoir c'est comment dans les coulisses, parce que on se connaît entre joueurs, on se charrie un peu, il y a un peu de compétition. Bon, il y a les objectifs des fois qui fixent tout le monde, mais c'est comment dans les vestiaires après ce fameux dunk de Vince Carter sur Frédéric Weiss. J'ai envie de savoir en inside. Oh là 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 là, là franchement, ça a été franchement, c'était incroyable. Parce qu'au moment où ça arrive dans le gymnase, dans la salle, là, le premier match, personne, pas beaucoup de monde avait en fait vu qu'il était passé au-dessus de lui. Ouais. Sur le moment. Et comme par hasard, juste après ce dunk-là, il y a temps mort. Je me souviens, j'étais assis, j'étais sur le banc, j'étais choqué déjà. T'entends pas ce que le coach il dit à ce moment-là. Ah non, le coach, en plus, le coach il passe à côté de moi, il me regarde à ce moment-là, et puis je baisse un peu la tête de cette façon. Et donc, temps mort, tout le monde vient sur le banc, on est un peu secoué, et on regarde le coach quand il parle, et puis à la minute même après, tu vas sur l'écran géant au-dessus, le ralenti. Et d'un coup, tu entends dans la salle, tout le monde en même temps. Wow. La folie. Alors tout le monde regarde comme ça et on regarde encore sur l'écran géant. On revoit encore l'action une fois, deux fois, trois. Et tout le monde est là. Wow. Donc le jeu reprend, tout ça. On dit putain, c'est pas possible. Et à la fin du match, bon, tout le monde se serre la main. On repart au village olympique. On repart tous ensemble pour aller manger. En général, on était tous ensemble. On se mettait dans un coin. Enfin, c'était un truc énorme. Il y avait tous les restaurants du monde, McDo, même si on n'y allait pas, mais restaurants italiens, asiatiques, japonais, il y avait vraiment toutes les cuisines du monde. Donc, on va se mettre dans une grande table, on y va. Et au fur et à mesure du temps, ça commence tout doucement et on a des gens qui viennent voir, qui viennent, ils s'approchent de nous et puis ils pointent du doigt Fred Weiss. Il est là, ça a dû gâcher le truc. Il s'est levé et puis il est parti. Il est rentré dans sa chambre. Et basta. C'était incroyable, c'était vraiment incroyable. Mais c'est des trop bons souvenirs. Mais ouais, c'est bons souvenirs. Non, franchement, au niveau du vestiaire entre nous, c'était la bonne humeur. Ouais.
pas eu de débordement, personne qui s'est pris plus important que les autres. Non, c'était sain. Ouais. Contrairement, ce jour, les journalistes qui, comme en 99, faisaient croire qu'il y avait des clans. Les chaussettes hautes, les ceci, les cela, et patati. Ils racontaient que des conneries. Folie, ça. Mais bon, les gens, il faut qu'ils vendent du papier. Ouais. Il faut qu'ils vendent du papier. Donc, c'est quelque chose que je peux comprendre aussi. Mais à l'intérieur du groupe, c'était ça. Mais il n'y avait pas d'histoire. Tout se passait très, très bien. Ouais. Mais jusqu'au bout. Bon, après, on a encore eu une médaille d'argent, là. Encore une autre où on aurait encore dû battre les Américains. Ouais. Et franchement, je ne sais pas comment eux, ils l'ont vécu parce que j'ai pas eu des trucs là. Mais bon, j'imagine que ça devait être un truc de malade pour eux. Je te jure. Personnellement, c'était une époque importante pour moi parce que j'avais l'impression que le basket était un tout petit peu plus médiatisé, le basket français. Et avec mon club, on avait l'habitude d'aller voir les matchs du Paris Basket Racing régulièrement. Donc moi, j'avais mes joueurs, Ciara que je voyais souvent, Rizaché, Yann Bonato, Franck Mériguet, Yann Bonato, ouais. là, tout ça, ouais. Cyril Julien. Ouais, Cyril. Ouais. Là, c'était kiffant cette époque-là. Et donc, et là, on va partir un peu à l'étranger. Donc, tu signes à Malaga et tu découvres le coach Maljkovic. Ouais. On parle souvent des grands coachs européens, mais qu'est-ce qui fait la différence? Ouh là là, je crois que c'est peut-être son pragmatisme. Alors, on parle d'un coach qui a révolutionné, bon, déjà la France, parce que c'est lui le seul qui a remporté l'Euroleague à l'époque, avec Limoges. Il l'avait remporté déjà à l'époque avec Split. Bon, à l'époque, c'était la Yougoslavie, mais après, c'est la Croatie. Il avait pour réputation d'être un coach que basé sur la défense. Ok. Que basé sur la défense. Ils sont encore jeunes aujourd'hui, tous les jeunes, ils ne savaient pas, mais à l'époque, c'était 30 secondes. C'était pas 24 secondes. Ouais, c'est vrai. Et il était réputé que pour la défense. Et de jouer jusqu'au bout des 30 secondes. Pour ceux qui connaissent, qui se rappellent de l'époque. Et du jour au lendemain, quand ça a changé, qu'on est passé des 30 aux 24, c'était le premier à faire que de la contre-attaque. Ok, jeu rapide. Jeu rapide. Sortie de balle, contre-attaque. Première intention, contre-attaque. Et c'était du jour à la nuit. Ouais. Par rapport à ce que les gens avaient connu, il s'est retransformé. Donc, il s'adaptait à tout. Ouais. Il avait des solutions sur les systèmes de jeu, sur tous les trucs, mais en rien de temps. Il voyait un truc sur le terrain, les changements de défense, quand il fallait jouer sur des joueurs autres, en rien de temps. Et c'était vraiment rapide, quoi. Donc, c'est peut-être ce qui a fait la différence pendant un certain temps. Après, au niveau du management, c'était pas ce qu'on a connu aujourd'hui. C'était encore très, très, très dur. Il attaquait beaucoup les joueurs personnellement, Ok. tout le monde. Donc, aujourd'hui, on voit plus trop ça. C'est plus possible aujourd'hui d'attaquer les joueurs comme ça se passait à l'époque. Ouais. L'entraîneur avait vraiment le pouvoir absolu de faire ce qu'il voulait avec les joueurs ou pas. S'ils n'étaient pas contents, dégager, puis comme ça. Aujourd'hui, on va dire, entre guillemets, c'est plus les joueurs qui ont le pouvoir, quoi. Ouais. Donc, on le voit surtout en NBA, maintenant on le voit de plus en plus en Europe, où les coachs au niveau du management, c'est carrément différent de ce qu'il y a pu y avoir à l'époque. Et bon, c'est un peu normal et c'est en même temps dommage parce que on voit du tout et n'importe quoi aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Un joueur qui peut être à peine une petite blessure, si j'ai un peu mal ici, je peux pas jouer parce que à l'époque. C'est très fréquent, ça. Non, oui, aujourd'hui ça a changé. Donc, un joueur pour qu'il aille se dire bon, je vais tout donner pour le club, je suis un compétiteur et je vais tout donner, quitte à me casser le pied là, je vais quand même jouer. C'est plus fréquent, quoi. Aujourd'hui, une petite blessure, aller au repos, il faut ceci, il faut cela, et il faut bien prendre soin, sinon c'est des problèmes qui commencent. Mais après, c'est normal parce que les temps ont changé. On est dans de nouvelles ères. Entre les années 80, les années 70, les années 80, les années 90, les années 2000, 2010 et 2001, c'est complètement différent. Rien à voir. Et ça change de plus en plus, même le style de jeu qu'on voit aujourd'hui. Ouais. Et puis pareil, aujourd'hui, si on n'est pas un athlète, c'est plus que compliqué de jouer. Il faut pouvoir shooter aujourd'hui. À l'époque, même ceux qui n'arrivaient pas à shooter arrivaient à s'en sortir. Ouais, avant, tu avais un shooter dans l'équipe. Qui était là pour shooter. Non, et c'est bon, il y a plus de spectacles, les règles ont changé un peu, sur les premiers pas surtout. C'est une règle que je trouve un peu absurde quand même, le pas zéro, parce que. Ouais, je suis d'accord. Bon, il y a tout ça en fait qui fait que quand on voit aux États-Unis, ils n'ont pas ce problème-là sur les premiers pas. Donc, c'est qui fait aussi que ça va beaucoup plus vite. Parce que les gars, sur le premier pas, des fois, tu as l'impression qu'ils en font 5. Les premiers pas. Ouais. Donc, il y a les règles défensives aussi, où ça avantage beaucoup plus maintenant le défenseur pour essayer d'avoir beaucoup plus de points.
Ouais, c'est clair, le spacing, il n'a rien à voir, il y a Ouais, le c'est point de vraiment, contact, je galère, hein. etc. Mais moi, je me régale quand je regarde certains matchs aujourd'hui, là, parce que on voit des équipes, on voit des joueurs, c'est incroyable. Les générations d'aujourd'hui, c'est vraiment fort. Techniquement, c'est Ah, incroyable. Tout le contenu auquel ils ont accès des tout jeunes, même depuis mm. Espoir, tu vois, les gars, ils ont un handle, des footwork Alors, qu'on n'avait pas du tout. oui, à ce niveau-là, oui. Mais alors, je trouve qu'au niveau des fondamentaux, c'est pas pareil. Ouais, On a des cas exceptionnels, par exemple, on va prendre l'exemple de Doncic. C'est au niveau des fondamentaux qui est vraiment exceptionnel. Mais j'ai remarqué, moi, c'est une impression, peut-être que nous, chez nos jeunes, tout ça, au niveau des fondamentaux, on est vraiment en dessous. Parce que des trucs de base sur lesquels on travaille régulièrement, on voit que les gamins, c'est un problème. moi, j'ai l'impression que, tu me diras ce que tu en penses, j'ai l'impression que les jeunes aujourd'hui sont moins basket. Le côté instinct de lire le jeu et de prendre rapidement une décision, ça, ils l'ont moins, mais qu'ils ont beaucoup la technique, genre la forme du geste, le sauter haut, etc. Je sais pas Ah, si tu ah, vois ça aussi. bon, sur le shoot, ça va très très vite aujourd'hui. Les shoots, ils partent très très vite comparé à l'époque. Les mecs, bon, c'est normal parce que on n'a que des athlètes aujourd'hui. Ouais. Les mecs, ça court plus vite, ça saute plus haut, c'est beaucoup plus physique. Et donc, forcément, il faut shooter beaucoup plus vite parce que ça arrive vite. Mais c'est pareil, on a beaucoup plus de shooters aujourd'hui qu'à l'époque parce qu'aujourd'hui, bon, si tu peux pas shooter, tu ne peux plus jouer. Ouais, Surtout en Europe. c'est clair. Surtout en Europe. Aux États-Unis encore, bon, tu peux toujours te cacher parce qu'on donne toujours la balle à deux, trois joueurs et c'est eux qui font la différence. Et toi, tu attends et puis si tu as une opportunité où tu vas, ou bon. Mais ici en Europe, non, le jeu il est beaucoup plus compliqué. C'est vraiment tactique. Déjà, les joueurs sont de vrais athlètes, ça joue dur et tout, mais il faut pouvoir shooter. Ouais, c'est clair. Et toi, en tant que joueur, tu jouais beaucoup, en fait. Je veux dire, tu t'entraînes, mais en plus, tu jouais en street. Donc, tu faisais beaucoup de jeux. Mais est-ce que tu étais fan de drills, de répétitions, bah, fondamentaux est-ce que tu faisais beaucoup de drills, toi? Alors moi, à mon époque, pas énormément. Ouais, Moi, c'est beaucoup de jeux. Jouer. C'était beaucoup d'instinct, tu sais, de trouver des solutions sur le moment, tout ça. Et aujourd'hui, je suis pour la répétition. ouais, Quand on voit dans les pays de l'Est, même basket espagnol même, c'est beaucoup de répétitions, répétition, jusqu'à ce qu'on maîtrise les mouvements. Et après c'est des automatismes qui viennent. c'est clair. Voilà. Et ça fait chier beaucoup de gamins, ça. De faire que de la répétition, jusqu'à ce qu'on maîtrise le sujet. Donc, il est important que quand on a une qualité, c'est de la développer vraiment à 100%. Et de ne pas dire, je maîtrise ça pas à 100%, mais je vais commencer à développer autre chose. Il faut développer ce qu'on a au max et au fur et à mesure du temps, après, se mettre sur quelque chose d'autre. Aujourd'hui, si je suis fort au shoot, je vais faire en sorte d'améliorer mon shoot pour pouvoir mettre 100% de mes shoots. Après, je vais travailler aussi sur sur la défense, ou je vais travailler sur ma vitesse ou sur mon saut. Enfin, mais on ne peut pas faire tout en même temps, essayer de tout faire et d'exceller sur quelque chose. C'est pas possible. Il faut d'abord exceller sur quelque chose. Souvent, quand on voit dans n'importe quelle équipe, on a toujours des gars qui sont spécialisés dans le shoot. Il y en a qui sont spécialisés dans la passe, il y en a qui sont spécialisés pour pénétrer, il y en a pour dominer à l'intérieur. Chacun a son élément. Et une fois qu'on a justement tout ça, on peut être sur des vrais systèmes pour faire en sorte de faire briller chacun des joueurs à leur position. Mais si tu fais un peu de tout et pas très très bien, c'est compliqué. Ouais, Voilà. Et au fur et à mesure, c'est facile de développer après deux ou trois choses que tu peux maîtriser. C'est-à-dire, ça peut être le shoot, plus la défense, ou la pénétration, ou la passe. Voilà. Enfin, ça, c'est mon point de vue. je suis d'accord. Et c'est mon analyse du basket français des 20 dernières années. Je trouve que on a trop tendance à former les joueurs de manière à ce qu'ils soient un peu bons partout, mais qui excellent dans rien. Et quand tu regardes même, enfin surtout les joueurs qui ont percé en NBA, tous, en arrivant en NBA, ils étaient tous une ligne droite là, et c'est en Mhm. NBA qu'ils ont perfectionné individuellement sur des skills training, sur Mhm. beaucoup de drills, de répétitions. Et c'est le truc que j'ai reproché un peu au coaching français. Donc, tu fais partie de ces gars qui ont cette vision pour changer les choses un petit peu parce que, ouais, on envoie des joueurs sur nos potentiels, mais on a rarement envoyé des joueurs prêts en NBA. Bon, pour moi, aujourd'hui, le joueur qui est prêt,
faire exceller, c'est Victor. Mr. W. Ouais, donc c'est un joueur à part. Mais pour la plupart des joueurs français qu'on a en NBA, bon, à part on voit Evan Fournier on sait qu'il excelle dans le shoot, qui est des trucs, mais pour la NBA, on n'a pas vraiment de joueurs aujourd'hui de joueurs dominants à un poste fixe. Il y a Nicolas qui fait un peu de tout aujourd'hui. Bon, il a toujours fait de tout. Et tu vois, c'est comme tu disais, il fait de tout, mais il n'y a pas quelque chose qu'il maîtrise plus que autre. Et pourtant, c'est un excellent joueur. Hein. Ouais. Pour moi, il est sur la retenue, mais après, je pense que ça vient de lui, ça. Oui, après, bon. Il peut faire beaucoup plus. Oui, il peut faire. Bon, surtout quand il était à Portland, où il faisait tout, mais vraiment, il faisait un peu de tout et tout. Il facilitait le jeu, il ouvrait le jeu, il prenait des rebonds, il pouvait mettre des points, il pouvait défendre, il faisait tout. Ouais. Donc, au fur et à mesure du temps, il s'est spécialisé beaucoup plus dans la défense, à attendre dans les corners. Bon, c'est un peu la NBA, c'est à l'image de la NBA. Mais on parle d'un super joueur. Et moi, je pense que tous les joueurs français qu'on a en NBA, que ce soit les Malédon, Tilekina, les trucs comme ça, ils sont là-bas, mais moi, personnellement, j'avais un plaisir, par exemple, fou à voir Malédon en France quand il jouait en Euroleague. Super joueur. Aujourd'hui, quand je le revois sur la NBA, je dis, mais il n'a plus rien à faire là-bas. Il devrait, pour moi, tous ces joueurs-là devraient revenir, performer, vraiment faire montrer qu'ils sont des joueurs essentiels à leur poste et tout ça, et après repartir dans d'autres conditions. Aujourd'hui, on les utilise à peine pour quelques missions. Ouais. Après, c'est juste le fait de dire, ah, je suis en NBA, je suis en NBA. Bon, il faut prendre du plaisir quand on joue. Tu joues pour te faire plaisir, pour être sur le terrain. Moi, personnellement, j'aurais jamais accepté de rester sur le banc et de regarder les autres jouer. Je préfère rentrer chez moi, aller là où on me désire, et là, on va faire jouer. Et là, je vais prendre du plaisir. Et là, ça voilà. Donc après, bon, chacun voit les choses différemment. Mais moi, personnellement, je prends l'exemple de Nando De Colo, qui est passé, qui a fait de la NBA. Il est arrivé au San Antonio Spurs. Il a vu qu'il n'allait pas jouer. Il est revenu en Europe. Et regarde, c'était le meilleur joueur européen pendant longtemps. Hein. Ouais. Voilà, et jusqu'à aujourd'hui, tu le vois exceller là, à Villeurbanne. C'est un joueur hors nom. Il est au Kobo aussi. Voilà, donc c'est pareil pour Rodrigue Boba. Il est resté, il a essayé d'insister, ça ne s'est pas passé, il est revenu. Il est en Europe, là, il est là, il fait les beaux joueurs des fesses. Un super joueur aussi. Donc moi, je pense que pour les gamins là, revenir en Europe, jouer, si ça se passe super bien, repartir. Et puis si ça ne se passe pas, rester là, rester ici et faire continuer à monter le niveau européen et faire montrer qu'ils n'ont rien à envier aux gars qui sont là-bas. Ouais. Moi, je les comprends, ces jeunes-là, notamment Malédon, dans le sens où c'est une ligue, c'est tellement difficile d'y arriver que quand tu y es, tu veux t'y accrocher. Et en plus, c'est une ligue d'opportunités. Et je pense que tout le monde a en tête l'histoire de Jeremy Lin. Le gars, c'était le 3e meneur de New York, mais tout le monde était blessé au poste d'arrière. Ils n'avaient pas le choix que de le faire jouer. Et tout à coup, il met des 27 points et il signe un gros contrat avec Houston. Je pense que les gars, ils ont ça en tête. Parce que Malédon, j'ai fait une petite analyse sur son année, sur l'année dernière, je crois. À chaque fois qu'il a joué plus de 35 minutes, il a marqué 25 points en moyenne. Donc le gars, il a juste besoin d'opportunités. C'est pas qu'il n'y arrive pas ou qu'il n'est pas de niveau. Et c'est ça le problème de la NBA, c'est qu'il y a tellement de joueurs. Non, j'ai jamais dit qu'ils n'avaient pas de niveau. Ah oui, non, c'est clair. Oui, mais c'est le fait de ne pas jouer beaucoup. Ouais. Parce que pour jouer des 3, 4, 5 minutes par ici, on te met en G-League, tu reviens, je parle pas pour lui, hein, forcément, pour certains, on t'amène en G-League, tu reviens, tu fais 2-3 matchs, tu joues 2-3 minutes, tu reviens. Pour moi, ça n'a pas de sens. À partir du moment où tu vas pas jouer plus de 10 minutes, ça va pas. Donc, tu as beau t'accrocher, tu peux t'accrocher comme tu dis, hein, mais le temps, il passe vite. Ouais, c'est clair. Le temps, il passe vite. Bon, pour certains, ils vont arriver bientôt à 23, 24, 25. Après, tu fais comment? Ouais. Si avant, tu n'y es pas arrivé, je vois pas comment tu vas arriver après, quoi. Ouais. Quand ils étaient ici, ils avaient la possibilité, comme on dit, hein, de jouer, d'avoir le ballon en main, de créer, de faire montrer leur vrai potentiel et tout ça. Et là-bas, c'est pas le cas. Là-bas, on leur demande, bon, à part Malédon qui est meneur et tout ça, on leur demande de défendre, prendre la balle, de la passer et d'aller dans le coin. Tu vois, il y a toujours 2-3 joueurs à qui on donne tous les ballons et qui font la différence en NBA. Et c'est comme ça et ça ne changera pas maintenant. En tout cas, pas pour l'instant. Ouais. Les seules équipes qu'on a vues où ça avait du jeu, où ça jouait un peu dans tous les sens, c'est San Antonio. Voilà. Et aujourd'hui, quand tu vois, on parle de Franck Tilikina, enfin certains, dès qu'ils ont le ballon en main,
c'est pas des créateurs, c'est pas des gars qui peuvent prendre la balle et aller te mettre claquer 20-30 points comme ça, easy, tu vois. À l'époque, quand tu avais Tony, il prenait la balle, il pouvait mettre ses 20-25 points rapidement. Parce qu'il avait un jeu qui était fait pour. Mais tous ces jeunes-là qu'on voit aujourd'hui, là, c'est pas des scoreurs nés. Hein. Ouais. Et en NBA, là, ils veulent. C'est comme ça, pour être le patron, là, il faut être un Ja Morant, il faut être un Kyrie Irving, il faut être un Kevin Durant, il faut être un LeBron, il faut être un Steph Curry pour justement faire montrer que tu es au niveau de tout et on te donne tous les ballons et tu joues. Ouais. Non, c'est clair. C'est clair. Et pour en revenir à ton passage en Espagne, je fais une petite transition. T'étais comment avec l'espagnol? Parce on t'a vu ce problème avec l'anglais, mais en espagnol, t'as pu apprendre rapidement la langue? Très rapidement. Ouais. En moins de 3 mois, je faisais des conférences et tout. Ok. Ouais. Bon, après, l'espagnol, c'était assez facile. Hein. J'avais quelques bases et tout, mais après, c'est facile. Hein. J'ai vraiment fait en sorte et la langue, elle est venue rapidement et après, je pouvais parler rapidement. Et en parlant d'espagnol, j'ai envie de faire une petite comparaison. Bah tiens, je vais te demander, dans quel joueur actuel tu te reconnais le plus, on va dire, parmi les Français? Parmi les Français, Ouais. Ou global. Tu peux me dire deux noms, un français et un global. aujourd'hui, waouh, il n'y a pas un joueur spécialement où je pourrais dire que je me vois en lui. Sincèrement. Ouais. Ouais. Alors moi, il y a un joueur français, bah, il est différent. Il est plus petit et il a un meilleur shoot extérieur. Ouais. Et je trouve il y a du Sonko dans son jeu, enfin dans son attitude. Sylvain Francisco. Ah, Sylvain, oui, oulala. Super, c'est un super joueur. Super explosif. Très explosif. Ah, super athlétique. Le côté basket de rue qu'il apporte sur le club. Je ne le connais pas super bien, Francisco. Je le vois, j'ai vu évoluer, je l'ai vu jouer, tout ça. Donc c'est pour ça que bon, je pourrais pas te dire. Mais sur le fond, ouais. Sur le fond, ouais. Je pourrais pas t'en dire plus dessus parce que je ne le connais pas assez, mais c'est un super joueur. Je l'ai encore vu jouer là, avec l'équipe de France. Il a encore progressé, hein, donc il n'a pas peur, il n'a pas froid aux yeux. Défensivement, il est solide. Offensivement, pareil. Shoot, drive, il peut tout faire. Ouais. Donc là, il est en Espagne d'ailleurs. Ouais. Moi, la première fois que je l'ai vu jouer, c'était à Paris sur le tournoi avec Damien Lillard là pour sa paire de chaussures avec la marque aux 3 bandes. Là, ils avaient organisé un petit tournoi. Ouais. Et je vois ce gars-là, il devait être en high school, un truc comme ça, aux États-Unis. Puis le gars, il avait pas peur. Il passait la ligne médiane, s'arrêtait, stop, 3 points, il faisait 3 fois d'affilée, ça rentrait en switch. Mais lui, il a un truc. Il a un truc au-dessus de tout le monde. Et je suis content pour lui parce qu'il a réussi à faire cette transition au niveau pro français, qui est compliqué en général. Bah, toi, tu l'as bien connu. Hein. Pour eux, c'est pas du basket, c'est pas comme ça qu'on doit jouer le basket. Mais ouais, c'est pour ça que je trouve qu'il y avait une petite comparaison à faire entre toi et lui. Ouais, je pense que bon, aujourd'hui, il joue, si je me trompe pas, il est à Andorre, si je me trompe pas. Hein. Qu'il a changé entre l'année dernière et cette année. Je sais pas. Ouais, peut-être que tu as raison. En tout cas, bon, on peut le voir, c'est un très bon joueur. Comme je te dis, moi, je ne le connais pas assez pour pouvoir pas le juger, mais non, pour pouvoir l'évaluer à ma façon. Je sais que c'est un pur athlète, en tout cas. J'avais juste eu des petits échos comme quoi, quand il a commencé à Levallois, parce qu'il est passé à Levallois, des petits échos où il manquait un peu de sérieux, justement pour le haut niveau, tout ça. Quand il est passé à Rouen aussi. Mais apparemment, c'est rentré dans l'ordre où là, il est vraiment beaucoup plus concentré et sérieux dans ce qu'il fait. Donc après, c'est normal, hein, la jeunesse, il a connu un peu les États-Unis, il a vu ce qui s'y passait, comment ça se passe. Donc les gens, ils se lâchent rapidement. Un mélange de culture. Voilà, je pense que c'est le genre de joueur qui, si vraiment il bosse vraiment bien, il va terminer dans les grosses écuries en Europe. C'est sûr, moi j'en suis sûr, j'ai aucun doute là-dessus. En tout cas, j'espère pour lui, j'espère sincèrement pour lui, parce que vu ce qu'il montre, ce qu'il peut faire, c'est un objectif pour lui. Ça devrait être un objectif d'arriver rapidement dans les grosses écuries et de terminer dans une grosse écurie. Parce qu'il est vraiment fait pour le haut niveau. Ouais, non, il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Et vu qu'on parle de l'Espagne, est-ce que tu confirmes que le Real Madrid, c'est le meilleur club d'Europe? Je confirme. Ouais. Je confirme. Non, c'est... Je peux que imaginer les infrastructures, le management. Non, tout est fait en sorte pour le joueur et pour que tu excelles.
Ouais. Franchement, il n'y a pas photo. C'est le Real, que ce soit au foot ou au basket, on l'a vu sur toutes ces années, c'est incroyable. Ouais. Et tu as l'occasion de retourner en Espagne, enfin revoir du monde de l'époque de temps en temps? J'y suis allé il y a 3 ans, je pense, hein. Je suis repassé à Madrid, oui. Donc, oui, je suis repassé il y a 3 ans. Donc, j'avais vu Barcelone-Madrid. Non, Madrid-Barcelone, pardon, à Madrid. Et quand il y avait Thomas Hurtel qui joue encore à Barcelone, j'ai vu à Madrid, il y avait. Comment ça oh, je deviens fou, moi. Le français qui jouait. Le gaucher, Le gaucher, oui. toujours j'ai envie de l'appeler Thomas Hurtel. Oui, bien sûr. Du Havre, là. Ouais, ouais. Oh, Pareil, j'ai un trou de mémoire. Chaque fois, je galère sur son nom. oh, incroyable. J'insérerai une Qui est photo. là-bas depuis longtemps maintenant, hein, depuis quelques années. Ouais. Aujourd'hui, il y a aussi 3 joueurs français maintenant. Ils sont 3 ou 4 maintenant. J'ai pas vu de match cette année. Honte à Ouais, moi, mais j'ai ils pas sont 3. regardé le Real. Il y a Moussélé avec. Ouais, voilà. Il y a Bussé, les Euh, garçons. et comment ça ouais, Gershon avec. Merde. Oh, ça y est, j'oublie tout le monde aujourd'hui. Incroyable. Avec Le, le, Vincent Poirier. ouais, Vincent Poirier, qui est passé à Levallois aussi. Et par contre, j'arrive toujours pas à me souvenir du nom. Oh, je suis incroyable. Bon, en tout cas, bon, on voit les joueurs français qui sont toujours là-bas au Real Madrid et en Espagne. Il y en a beaucoup aussi. Et franchement, j'ai pas connu toutes les autres ligues. Mais la Liga ACB, c'est la meilleure ligue. C'est clair, je pense qu'il y a pas de doute là-dessus. Il n'y a pas de question Ouais, là-dessus. franchement, c'est l'organisation, tout ce qui est fait autour, c'est incroyable. Et toi, tu étais avec Michael Gelaba justement à ce moment-là. C'était comment Oui, votre entente? c'est parfaite. Parfaite. On est arrivé ensemble à Madrid. On est arrivé ensemble à Madrid. Bon, moi, je venais de Malaga, mais lui venait d'arriver directement de Cholet. Et non, franchement, parfait, le gamin. C'est un super gars et ça restera un super gars. Ouais, ouais. Bah, j'en profite pour saluer la famille Gelabal, tout Pointe-Noire et les clubs de l'Étoile de l'Ouest Yes, et de la I. Luciole. Yes, I. Salut Mimi. Et Mikey. justement, on parlait de tes retours à Madrid, parce que là, tu m'as parlé des joueurs français, mais est-ce que tu as encore, enfin, est-ce que tu es accueilli par les dirigeants quand tu arrives là-bas? Est-ce qu'on se raconte des bons souvenirs, des choses comme ça? Oui, quand je suis passé pendant un entraînement. J'avais vu à l'époque, il y avait l'entraîneur Pablo Lasso, il y avait encore Felipe Reyes, il y avait le GM Alberto Herreros, il y avait encore les kinés, ceux qui travaillent au staff. Là, donc, on s'est revus. Là, franchement, ça m'a super plaisir et tout. Ouais, c'est Ils sont cool. venus pendant l'entraînement, à la fin de l'entraînement, tout le monde est venu me saluer, tout ça. Ça m'a fait super plaisir et tout. On fait visiter les installations, Ouais, on fait visiter un peu les trucs à gauche, à droite et tout. Ça, non, super, franchement, au top. ça c'est bien. Ouais. Ça c'est Donc, bien. il va falloir que je retourne à Malaga dans pas longtemps aussi, là. Et À ce qui pareil. paraît, t'es une légende là-bas. Les gens, je sais pas, non, mais en tout cas, pareil, là-bas à Malaga, c'est la première expérience hors de France qui s'est passée super, super bien, mais vraiment merveilleusement bien. Et de trop bons souvenirs là-bas. Ouais. Ouais, il y a toujours quelques dirigeants et des joueurs qui sont maintenant dans le staff et tout. Je ne manquerai pas d'aller les voir. C'est aussi pour ça que vous faites ce sport. C'est aussi les connexions, les rencontres à l'étranger, dans tous ces pays. Mhm. Et est-ce que tu peux me parler de cette période difficile, l'Euro 2003, avec ton coach, avec Frédéric Weiss, avec Ouais, ton pote Alain, avec la nouvelle génération, Boris, Tony Parker. D'ailleurs, avant que tu t'exprimes, j'ai vu Tony dans une interview, il parlait de apparemment, il trouvait qu'il avait eu le capitanat trop tôt, un peu en mode trop jeune. Je pense qu'il aurait voulu jouer et pas s'occuper de ça. Tu peux nous parler un peu de cette difficile période, parce que nous, on avait beaucoup d'attentes sur l'équipe de France. On disait, bon, maintenant qu'on a des joueurs NBA, on n'a plus qu'à gagner, quoi. ouais. Ah, alors, franchement, encore un des plus gros regrets dans ma carrière, c'était ce championnat d'Europe là. Je l'ai dit à plusieurs reprises, hein, c'était l'équipe de France, moi, où j'ai joué sans manquer de respect à tous les autres, parce que tous les autres joueurs, j'ai joué qu'avec des grands joueurs. La plus forte équipe. Parce que je me souviens que des fois, on pouvait mettre une telle intensité sur le terrain
que ce soit les gars qui rentraient, qui sortaient, n'importe, ça se jouait. On a un vrai rouleau compresseur à des moments. Et vraiment, j'ai toujours ce regret-là où on perd la demi-finale contre l'Italie. La Lituanie d'abord. L'Italie Pour la troisième. Pour la troisième et quatrième. Ouais. Pour la qualification justement pour les Olympiques après derrière. C'est pareil, on a commencé, tout se passait très très bien. Pendant les stages de préparation, ça jouait. On a juste eu quelques petits accrochages, enfin pas des accrochages, des petites difficultés avec Jérôme Moïseau à quelques moments où il n'était pas vraiment tout le temps, on va dire, concentré sur ce qu'il devait faire, sur les objectifs qu'on avait. Mais après, on a commencé les championnats d'Europe et chez lui, c'était comme un rouleau compresseur. Hein. Bon, on a pu voir sur les matchs amicaux, sur les premiers matchs qu'on a fait, où on a vraiment déroulé, jusqu'à la blessure de Tariq au genou. Ouais. Il s'est reblessé encore, donc ça nous a porté un peu en moins. Il a quand même essayé de jouer avec, jusqu'à cette demi-finale qu'on perd, où franchement, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Parce que tout était fait, tout était prêt pour aller jusqu'au bout. Et le fait d'avoir perdu, parce que le coach Alain Weiss avait pris le pari de prendre tous ces joueurs-là, hein, de fort caractère et tout ça. Hein. Pour moi, il y avait quand même une bonne ambiance. Comparé à ce que les gens disent, oui, il y avait des jalousies par rapport à Tony, par rapport aux joueurs. Mais moi, personnellement, j'ai toujours eu, je le répète encore, j'ai jamais eu de problème avec qui que ce soit, ou de jalousie avec qui que ce soit. J'ai fait mon temps, j'ai joué avec les joueurs avec qui je devais jouer. J'ai jamais été faux avec qui que ce soit. Donc, aller jalouser Tony parce qu'il arrive en NBA et truc, moi, j'ai été le féliciter, Tony. Je lui ai dit bravo. Hein, et je lui dis encore bravo pour sa carrière. Je ne vais pas venir aujourd'hui faire le faux et dire ah, mais non. Il a été le meilleur joueur qu'on a eu en France et jusqu'à preuve du contraire. Il a prouvé sur le terrain et il a prouvé en dehors du terrain. Donc, il est ce qu'il est. Les gens ne l'aiment pas pour ceci ou pour cela, mais les faits sont là. Je l'ai félicité, je le félicite encore. Que ce soit lui, que ce soit Boris. Quand on se voit avec Boris, on est là à parler de tout et de rien, jusqu'à présent. Moi, j'ai une très bonne relation avec lui. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu Tony à la Leaders Cup. On a échangé, on a parlé. Il n'y a aucune rancœur, aucune amertume pour quel que ce soit, joueur que ce soit. Hein. Donc après, c'est toujours pareil. Hein. C'est les gens qui ont extrapolé en disant oui, ils ont été jaloux, il y a eu ceci et cela. Non. Après, c'est qu'il ait eu Capitana trop tôt. Non, parce que quand on est un leader dans tout. Hein. À l'âge qu'il avait, il n'y a pas de problème. Sauf que la seule chose que j'ai dit, moi, qui ne m'a pas plu de lui, on en a reparlé, lui et moi. Hein. Tu ne peux pas dire je ne peux pas faire tout seul quand tu as une équipe. On est ensemble, on se bat ensemble, on meurt ensemble, on vit ensemble, on gagne ensemble, on fait tout ensemble. Ouais, sa fameuse interview. Mais je ne suis jamais parti dire il est comme si. Non. J'ai dit ce que j'avais à dire, c'est tout, ça s'arrête là. Mais ça n'empêche pas que le joueur qu'il est. Ouais. Voilà, et lui, il a compris. Enfin, je pense qu'il a compris. Et il l'a dit, peut-être, et dans le futur, il l'a montré en équipe de France qu'il fallait soutenir les uns les autres. Et je me souviens encore quand il est passé à la télé et qu'il a défendu les joueurs parce que tout le monde les attaquait. Mais après, je dis pas que c'est une erreur ou quoi. Il a fait ce qu'il sentait sur le moment, peut-être. Mais au bout du compte, des médailles, il en a gagné avec l'équipe de France. Il a tiré l'équipe vers le haut jusqu'au plus haut niveau. Aujourd'hui, on les voit encore là. Ils sont solides. Les générations qui viennent, ils s'imprègnent de tout. Nous, on a eu des générations avant nous. On a joué avec. On a joué après eux. C'est aussi grâce à eux, tout ça, que tout s'est construit. Hein. Ouais. C'est pas venu du jour au lendemain. Donc, il faut féliciter vraiment tout le monde, tous les gens qui sont passés avant nous et tout ça. Et c'est normal. Mais franchement, ça fait vraiment mal d'avoir perdu ces championnats d'Europe. On aurait dû déboîter tout le monde. En ayant l'équipe pour aller au bout, quoi. Ouais, non, on aurait dû déboîter tout le monde. Même l'Espagne, en finale, on les aurait pris, on les aurait tués. On était vraiment dessus. Après, je pense que si on avait eu Jérôme Moïseau sur le même état d'esprit jusqu'au bout, là, tout aurait changé. C'est clair, la longueur qu'il avait, les mains, la force, l'athlétique. C'est un joueur exceptionnel, un potentiel hors du commun aussi, mais bon, un peu difficile à manager. Mais c'était un super gars. Moi, j'ai eu à discuter avec lui, à me poser. C'était un super gars. Hein. Bon, après, c'est son caractère, ces choses qui faisaient que c'était un peu plus compliqué de manager sur le terrain. Voilà. Et on va parler de ta fin de carrière. Donc, tu termines encore avec
ton coach de toujours, Alain Weiss. Tu signes avec hier Toulon. Et moi, j'ai envie de te demander, est-ce que tu as des regrets de ne pas avoir terminé avec le Valois d'une manière? Oui, quand même, parce que j'aurais bien voulu terminer avec le Valois. Parce que je m'étais dit, quand je terminerai, je reviendrai à le Valois pour terminer. Ça ne s'est pas fait. C'est dommage. Mais j'y suis toujours. Ouais, c'est clair. C'est clair. Le J'y suis logo est là. toujours. Voilà. Bon, c'est plus le Valois maintenant, c'est les Metropolitans de Boulogne et tout ça. Mais bon, c'est toujours le Valois parce qu'on joue à le Valois. Ouais, c'est le même Donc, club. voilà. Mais on y est toujours. Les dirigeants qui étaient là, ou les maires qui étaient là, bon, c'est Patrick Balkany qui était là à l'époque, avec Jean-Pierre Aubry, Jean-Pierre Salins, Pierre Sonam qui est décédé, avec qui j'ai eu de super relations, qui ont fait le Valois, qui ont monté le club en élite, qui ont tout fait pour. Donc franchement, je leur tire encore le chapeau. Aujourd'hui, maintenant, c'est venu du côté de Boulogne. Le maire fait le maximum pour avoir une grosse équipe. On peut voir sur les résultats qu'on a eu sur ces dernières années qui sont vraiment très très bien. S'il manquait juste un petit titre pour tout ça. Mais on voit avec la ferveur de Victor, le recrutement d'Alain Weiss, parce que c'est le manager, Ouais. les recrutements qu'il a fait, qui a pu amener Vincent Collet, les joueurs qu'il a amenés. Mais quand on voit le travail qu'il a accompli, ce qu'il fait au club, c'est vraiment exceptionnel. Ouais. Donc aujourd'hui, franchement, c'est un kiff total. Donc c'est vrai que t'as pas terminé ta carrière de joueur avec eux, mais tu la poursuis un peu en tant que mentor, ambassadeur. Voilà. Juste pour un peu conclure sur ta carrière, qu'est-ce que tu ferais différemment avec le recul? Qu'est-ce que je ferais différemment? euh... Waouh. Bah, peut-être que tu regrettes rien, peut-être que ta carrière telle qu'elle Non, est va. sincèrement, je regrette rien du tout. Je me suis donné les moyens, j'ai tout fait pour y arriver, hein. J'ai tout fait pour atteindre le haut niveau et de rester au niveau. Maintenant, peut-être que... non, franchement, j'ai tout fait, hein. Après, peut-être que j'aurais dû faire un peu plus attention physiquement, parce que enfin, j'ai jamais eu de grosses blessures. À part vraiment la plus grosse blessure, c'est mon poignet, hein. Elle était au poignet. Après, bon, c'est juste le ménisque une fois, c'était pendant les Jeux Olympiques. Mhm. Sinon, c'est des petites entorses, des béquilles, des trucs comme ça. Mais rien de bien grave, hein. Après, comme on dit aujourd'hui, là, pour vraiment prendre soin de son corps, il faut vraiment beaucoup de musculation, beaucoup de repos, tout ça. Écoutez, Voilà. Mais franchement, non, j'ai tout mis en œuvre pour y arriver. Je sais pas si j'y suis arrivé, mais en tout cas, j'ai pu faire une carrière, quoi. ouais, non, mais c'est une bonne chose, c'est clair. Mhm. Et en dehors des terrains, est-ce que tu as une famille? Depuis quand? Enfin, en parallèle à ta carrière, est-ce que tu avais une famille qui t'équilibrait ou ta Bien sûr. famille, c'était les potes? Ouais, non, non, non. Jusqu'à ce que je parte de Sceaux, j'ai toujours vécu avec mon père et ma mère, mes frères et mes sœurs. Donc, j'ai toujours eu mes amis qui ont toujours été autour, qui sont toujours les mêmes aujourd'hui. C'était ça ma famille. Mhm. C'était ça ma famille. Donc, j'ai grandi avec ça jusqu'au jour où je rencontre ma femme. Après, bon, on a eu des enfants, et ça s'est ajouté à tout ça. Ouais, Un garçon, une fille, donc c'est plus qu'un équilibre. C'est ce qui m'a permis de toujours rester la tête sur les épaules, d'être le plus droit possible. et donc, sans indiscrétion, t'es avec ta femme depuis quelle époque? Depuis le Valois. Depuis le Valois, ok. Donc, Ouais, ouais, tu avais cet équilibre-là à la maison. Je ouais. pense que c'est une chose importante, ce qu'on voit pas, c'est cet équilibre dans la vie personnelle que les joueurs ont besoin, avoir cet exutoire et y passer à autre chose quand on rentre à la maison. Et en parlant de la maison, est-ce que tu as d'autres kiffs en dehors du basket? Alors, j'ai eu des périodes où j'étais très musique. Ouais, Après, beaucoup cinéma. ok, Après, arrivé en fin de carrière, beaucoup poker. ouais. Maintenant, non, non, maintenant, je prends le temps de m'occuper un peu bon, toujours de mes enfants et de passer du temps sur le terrain avec les gamins. Ouais. Et si tu pouvais t'adresser au Mustapha Sonko qui avait 15 ans, tu lui dirais quoi? Qui avait 15 ans. À peu près 15 ans, ouais, avant la carrière. Franchement, même à cet âge-là, hein, je croyais en ce que je voulais.
c'est-à-dire devenir un joueur professionnel. Pour rien au monde, je serais parti à ce moment-là aux États-Unis parce que j'étais bien, je jouais, je m'éclatais, j'étais avec les potes, la famille. Peut-être à ce moment-là de commencer déjà dans 15 ans, j'étais encore petit, j'avais pas encore grandi. À 15 ans, de faire 15, 16, 17, 18, quoi. Avant la carrière, l'ado. Bah, dès que j'ai grandi, après, c'est de peut-être commencer directement à travailler au niveau des jambes. Travailler directement au niveau des jambes, ouais. C'est étonnant parce que justement, tu étais un joueur explosif. Donc, tu aurais voulu peut-être être plus solide pour assumer les saisons, c'est ça? Moi, non, j'ai toujours joué. Hein, c'est que les entorses qui, au début, qui m'ont un peu ralenti ou les tendinites. Alors, si j'avais un truc à. Oui, comme tu disais tout à l'heure, j'ai oublié, dans mes 15 ans, un truc là, j'aurais travaillé mon shoot. Ok. Ça, c'est un truc que j'aurais dû travailler bien plus tôt. Très, très jeune. Son quoi avec un shoot là Mais après, bon, surtout pour l'époque, hein, c'est shooter sur les playgrounds, c'est pas comme quand on shoot dans une salle. Hein. C'est clair. Donc après, voilà, quand on parle de répétition, c'est ça après. Répétition, shoot. Donc voilà quoi. Ouais. Et aujourd'hui, tu es investi avec le club de Levallois. Avant qu'on parle de ton rôle, qu'est-ce qui s'est passé entre la fin de ta carrière et ton investissement avec Levallois? Je suis rentré au Sénégal, au calme. Je chillais là-bas tranquillement. Ouais, je suis content que tu nous parles du Sénégal. En fait, j'avais toutes ces notes-là. Je voulais te parler de la musique, parler du Sénégal, de la famille, mais tu as anticipé sans que je te demande. J'ai pas besoin de te demander quelle est ta relation au Sénégal, c'est ta maison. Mais à quelle fréquence est-ce que tu y retournes aujourd'hui? Ah ben moi, dès que j'ai des vacances, j'ai du temps, je suis là-bas. Hein. Ouais. Ouais. Donc, tu as le terrain familial, etc. Ouais. Enfin, moi, mes parents, mon père est décédé, personnellement aussi, mais ma mère est là, mes frères et mes sœurs sont là, tous mes amis sont là. Donc après, j'ai pas mal d'amis là-bas, des oncles, des tantes qui sont là-bas. Mais bon, c'est un bonheur, c'est un kiff total d'être posé là-bas. Et est-ce que tu arrives à avoir une vie presque anonyme là-bas ou bien tu es accueilli comme. Non, j'ai une vie anonyme comme Ouais. comme je suis ici, comme partout. Moi. Ouais. Ouais. Et puis c'est pareil, hein, c'est des nouvelles générations, les gens ne se connaissent pas trop. C'est pas comme quand à l'époque où je jouais, où j'étais beaucoup plus connu que ça. Maintenant, il y a toujours des gens qui te reconnaissent, qui te connaissent, oui, parce qu'ils ont vu des reportages, tout ça. Mais sinon, je vis dans l'anonymat total. C'est bien ça. Ouais, pour toi, c'est sûr, c'est cool. Moi, dans un sens, j'aime pas que quelqu'un qui mérite notre reconnaissance soit dans l'anonymat, d'une manière. J'aime bien offrir les fleurs à chacun pendant qu'ils sont vivants. J'aime pas qu'on fasse les hommages quand les gens ils sont partis. Ah oui, non, c'est clair. Mais non, de temps en temps, il y a toujours des petits trucs qui sont faits à gauche, à droite. Mais bon, c'est mieux de... Enfin, moi, j'ai toujours vécu comme ça, donc Ouais, t'es quelqu'un d'humble. Je sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose franchement, qui me correspond mieux. Ouais, j'en profite pour saluer l'équipe technique du Palais des Sports de Levallois. J'ai passé un peu de temps avec eux et je leur disais, vous voyez ce gars-là, pour vous, c'est juste un coach ou c'est juste un collègue, mais pour moi, c'est une légende. Vous vous rendez pas compte, vous travaillez avec Moustapha Sonko. Donc, salut à toute l'équipe technique. Et parle-nous de ton investissement au club des Metropolitans 92. Tu es là en tant qu'ambassadeur. Qu'est-ce que tu fais et comment tu encadres les jeunes? Alors en même temps, j'assiste, que ce soit l'équipe Espoir ou l'équipe U18, championnat de France, donc où j'interviens régulièrement pendant les entraînements, pendant des fois le travail individuel, le travail collectif, où j'interviens tout le temps, je suis sur le terrain, je viens sur le travail qu'il y a à faire, tout ça, oui. Donc c'est quelque chose qui me plaît énormément, où je prends beaucoup de plaisir. C'est encore mieux quand les gamins sont très réceptifs, où ils ont envie d'apprendre quand ils viennent vers nous en disant « Ah, j'aimerais faire ceci, j'aimerais que tu m'expliques ceci, cela ». Donc là, on rentre dans les détails et puis c'est bien. Mais après, quand les gamins sont, on va dire, entre guillemets, feignants, qui un jour viennent prendre une charge de travail et le lendemain, « Ah, j'ai mal ici, je ne peux pas bon. ». Next. Voilà. J'ai décidé de ne plus me prendre la tête avec ces gamins-là parce que c'est une vraie perte de temps et je préfère consacrer mon temps à d'autres choses, le donner à d'autres qui le méritent vraiment. Ouais. C'est clair que le haut niveau, c'est dans la tête. Hein. Tu peux avoir la meilleure technique, sauter très haut. Si tu n'as pas cette force de travailler, même quand ça ne va pas, même quand tu es fatigué, tu es à la salle, quoi. Ouais. Je peux pas te laisser partir sans qu'on parle du phénomène Victor Wembanyama. Je pense que Victor Wembanyama, il est tellement exceptionnel que
il est difficile de trouver une raison pour laquelle on voit tant un avenir aussi brillant pour lui. Mais sur ce que tu vois au quotidien, qu'est-ce qui te marque le plus? Qu'est-ce qui fait la différence sur ce jeune-là? Alors, il est exceptionnel parce que, bon, d'abord, il faut comprendre que il est repéné au fin fond du Mississippi, comme on dit là-bas, au fin fond de l'Ardèche, au fin fond de n'importe où tu veux. Il est fait pour ça. Donc, la première chose, il faut rendre hommage quand même à ses parents, parce que la mère est ancienne basketteuse, le père était un ancien athlète, où aujourd'hui, on voit déjà juste par rapport à ses appuis, sa course, tout ça, son agilité, tout ça, ça a été depuis jeune déjà, apparemment son père il a fait bosser dessus. Donc juste ça a fait une différence hors norme, parce qu'aujourd'hui quand on voit des grands, ils savent pas très bien courir, ils savent pas très bien se déplacer, ils sont pas assez mobiles, tu vois. Et lui, avec la taille qu'il a, les skills qu'il a, mais bon, je pense que c'est pareil, hein. Sans manquer de respect aux entraîneurs qu'il a eu autour, hein, parce qu'ils lui ont appris pas mal de choses, hein. Mais il aurait eu n'importe quel entraîneur, je pense, d'un niveau correct, il s'en serait sorti, parce que il enregistre tout rapidement, il peut reproduire les choses rapidement, il comprend les choses rapidement, il sait où il veut aller, il a déjà l'état d'esprit pour. Et on voit, hein, il peut shooter, il peut driver, il peut faire beaucoup de choses. Je pense que, pareil, hein, dans le futur, quand il aura pris de la masse musculaire, il prendra beaucoup plus les contacts, parce que déjà, on voit la différence entre les autres saisons et au fur et à mesure jusqu'à maintenant. C'est comme les LeBron James, hein. Il va travailler, il va devenir un renom. C'est clair. Franchement, on ne peut pas le comparer avec un autre joueur, il est tout seul dans son monde. Ah, il est unique, on n'a jamais vu ça. Tous les jours, il te fait quelque chose de nouveau. Tous les jours, il sort quelque chose dans sa panoplie. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Il faut juste attendre qu'il soit physiquement bien prêt, et là, ça va être des problèmes pour tout le monde. C'est fini. Mais en plus, préparer quelqu'un physiquement, s'il y a bien un endroit où on perfectionne dans le perfectionnement physique et athlétique, c'est bien aux États-Unis. Donc là-dessus, je m'inquiète pas du tout. Ils mettraient ça bien. Non, ils font ça proprement. Donc, il a un bon préparateur physique là, parce que là, on peut voir cette année, hein, il a encore raté aucun match. Physiquement, il est bien prêt. Son préparateur physique, là, il le met à niveau jusqu'à ce qu'il puisse jouer. Donc, après, je ne sais pas si c'est lui qui le suivra ou ce sera un autre, mais les mecs, ils font vraiment le nécessaire pour le mettre dans les meilleures conditions. Ouais. Et en parlant de son physique, je ne suis pas souvent d'accord avec les critiques des gens qui disent « Ah, mais il faut qu'il prenne de la masse ». Enfin, évidemment, il va continuer. Il n'a que 19 ans. Il va prendre au fur et à mesure du temps. Évidemment, il va apprendre petit à petit. Mais il n'a pas vraiment besoin, parce que moi, je l'ai vu jouer 2 fois en live et j'ai regardé la plupart de ses matchs. J'ai très rarement vu des joueurs l'enfoncer. Il ne subit pas trop les contacts des autres. Et en défense, il est présent du cercle jusqu'à la ligne à 3 points. Il couvre très bien sur les pick and roll grâce à sa mobilité. Alors, excuse-moi de trucs. En fait, quand on dit de la masse musculaire, c'est surtout au niveau de la force. C'est plutôt au niveau de la force. Il va être obligé de prendre un peu en masse musculaire. Mais au niveau de la force, pour pouvoir tenir les joueurs, pour les impacts, justement, la NBA, c'est pas l'Europe, hein. C'est des monstres, hein, qui sont là-bas, hein. Les mecs, physiquement, les impacts, ça va pas être ce que c'est ici, hein. Donc, il va avoir de gros impacts et tout, donc il va falloir qu'il les tienne. Et ça, c'est pas prendre de la masse, mais vraiment être puissant, avoir de la force intérieure. Par exemple, quand on voit que ce soit Kevin Garnett ou Kevin Durant, ils n'ont pas des masses musculaires, mais ils sont forts physiquement. On n'a pas l'impression comme ça, mais il y a de la force. Donc, c'est surtout ça pour moi qu'il a besoin. Et Kevin Durant, justement, il disait que pendant le rassemblement des futurs rookies NBA, il était le plus nul au développé couché, tout ce qui est force. Il n'avait pas du tout de force quand il arrive en NBA. Donc, quand tu vois la carrière qu'il fait, tu sais que Victor, il va être entre de bonnes mains. Ah oui, bien sûr, mais bon, Kevin Durant, éventuellement à ce moment-là, mais maintenant, forcément, il a dû beaucoup travailler, parce que sinon, il n'allait pas pouvoir tenir, enchaîner les matchs comme il fait. Si derrière, il n'a pas des charges de muscu, des trucs qui peuvent l'entretenir pour être fort physiquement. Non, c'est clair. Pour lui, ça va être pareil, ça viendra, il va prendre de la dureté et ça suffira après pour lui pour jouer. Non, aucun doute. Sinon, il sera régulièrement blessé, sinon. Ouais. Bah écoute, Mousse, on a fait deux interviews pleines en une, ou une en deux. Merci beaucoup pour ton temps, c'était un plaisir de te recevoir. J'adore ton humilité, ton sens du partage et surtout te voir participer au développement des jeunes aujourd'hui. Peut-être un mot pour la fin. Est-ce que tu as des objectifs d'avenir? Quels sont tes objectifs à court et moyen terme?
Les prochains objectifs, c'est de gagner les titres de champion de France avec les Metropolitans. Voilà. Super. C'est tout ce qu'on pourrait souhaiter et qu'on amène le maximum de gamins au haut niveau. Le maximum de gamins qui vont passer sous nos mains, qu'il faut qu'on les amène au haut niveau. Super. Voilà, Toujours l'esprit collectif. On l'essaye en tout cas. Ok, Mousse. Eh ben, comme je disais, merci, grand merci. Merci à toi, avec plaisir. Pour l'inspiration, pour ta carrière, pour le maillot bleu, pour tout. Et pour ce moment-là que tu as partagé avec moi et avec toute la plateforme Espoir. À très bientôt, Mousse. À très bientôt, avec plaisir. Merci.